Mesdames et messieurs, imaginez avec moi une bibliothèque, mais pas n'importe laquelle. Une bibliothèque immense, silencieuse, où chaque livre contient des idées différentes. Certaines idées sont belles, certaines sont dérangeantes, et certaines sont bizarres. Et puis, un jour, quelqu'un vient et dit « Ce livre-là, il ne devrait pas être ici. » Quelqu'un d'autre lui répond « Non, il doit rester ici, car il fait partie de l'histoire. » Et c'est ainsi que commence notre débat. Un débat sur ce que nous acceptons, sur ce que nous tolérons, sur ce que nous voulons protéger. Chaque mot que nous prononçons a un écho. Chaque idée que nous partageons a un poids. Chaque silence que nous laissons a un sens. Aujourd'hui, nous allons explorer ces échos. Aujourd'hui, nous allons écouter ces idées. Aujourd'hui, nous allons nous poser les questions que l'histoire nous pose depuis toujours. Mais tout d'abord, il faut écouter, penser et comprendre. Cher public, bonjour. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour aborder un sujet qui soulève des passions, des préoccupations et des questions fondamentales sur la nature de notre société. La liberté d'expression et les discours de haine. Alors, cher auditoire, faut-il considérer la liberté d'expression comme un droit absolu, même face aux discours de haine, ou est-il nécessaire d'imposer des limites pour protéger la dignité et la sécurité des individus? La liberté d'expression doit être absolue. Et c'est le cas pour les discours de haine, car toute restriction pourrait ouvrir la porte à la censure du pouvoir. Le débat public, même sur des sujets sensibles, est essentiel pour le progrès social. La liberté d'expression permet également d'assurer un échange des idées et une confrontation saine des points de vue. Cela contribue à faire progresser les mentalités et à faire évoluer la réflexion. Limiter la liberté paraît un peu paradoxal, comme Spinoza l'avait déjà dit en 1670, que chaque homme pense ce qu'il veut et dise ce qu'il pense. Aujourd'hui, certains d'entre nous disent qu'on doit tendre vers penser tout ce qu'on dit, mais pas forcément dire tout ce qu'on pense. Ce n'est pas hypocrite ça, chers opposants? Alors, cher public, cher auditoire, asseyez-vous, ouvrez vos esprits et laissez-nous vous guider dans ce moment. Parce que parfois, la vraie liberté commence juste, comment dirais-je, juste par le simple fait de pouvoir parler. Merci. Mesdames et messieurs, membres du jury, honorable audience, chers opposants. Alors, je me permets de rebondir là-dessus. Vous affirmez que les mots, il y a une vérité qui émerge grâce à cela. Alors, étrange affirmation, parce que vous prétendez que les mots ne blessent pas, qu'il y a toujours une vérité, que les mots sont pragmatiques. Alors, écoutez, c'est une étrange affirmation pour une espèce qui tremble parfois un simple souvenir et qui parfois s'effondre sans qu'aucune main ne la touche. Eh bien, ce n'est pas nouveau. L'humain est un être composé. Une conscience qui réagit, un corps qui interprète, ou encore même une âme, ou appelez-la comme vous voulez, qui absorbe. Et blesser l'un, c'est aussi fissurer les deux autres. Eh bien, encore une fois, ce n'est pas nouveau, c'est prouvé, répété, documenté scientifiquement que les agressions verbales, parce que oui, je suppose qu'un discours de haine est bel et bien une agression verbale, active les mêmes zones du cerveau que les agressions physiques. Allons plus loin. Parlons d'actualité, pourquoi pas? Parlons peu, mais parlons bien. Alors, une étude massive en 2025 montre, avec des milliers de participants, je rappelle, que oui, un enfant humilié, ridiculisé verbalement, a autant de chances, voire plus, de traîner une santé mentale brisée qu'un enfant frappé. Étrange, non?
Alors, risible soit-il de dire et prétendre que la haine serait un prodige, qu'elle essayerait de nous faire croire que oui, on va émerger une vérité. Vous avez aussi également parlé de débat public, je rappelle. Alors, le débat, je me permets de vous rappeler que l'étymologie, les deux, parce que oui, je citerai les deux, en latin et en grec, dialogos et débattuaire, on n'a en aucun cas parlé de combat. On a... Je finis. Alors, donc, je disais, on a parlé tout à l'heure de débat, mais l'étymologie en latin et en grec, on n'a jamais parlé de combat féroce, mais on a parlé d'un combat digne d'idées. Et donc, ça a toujours été explicitement un combat d'idées, par la raison et non par la haine. Un combat entre personnes et non entre appartenance, religion ou encore même couleur, et j'en passe. Eh bien, c'est dommage pour vous. Alors, vous dites que oui, la liberté d'expression, elle devrait être absolue pour être reconnue comme une vertu. Mais la liberté d'expression, et j'aimerais bien utiliser cet exemple parce qu'il me plaît, dans les dialogues platoniciens, Socrate ne cherchait jamais à écraser l'autre, mais à faire jaillir la vérité par le questionnement et non par la haine. Et c'est ces modèles que je défends aujourd'hui, un débat digne, un débat conditionné, un rite de l'esprit, un élèvement spirituel. Et vous avez encore parlé de débat public et non seulement de débat. Alors, je me permets de vous dire, vous êtes économiste et vous le savez encore mieux que moi, ne jouez pas les innocents. Vous savez que le capital humain est une ressource clé. Alors, malheureusement, encore une fois, malencontreusement, les discours de haine transforment le domaine du débat public, journalistique, mais également politique. Alors, quand 73% de femmes journalistes se dissuadent parce qu'on l'harcèle en ligne et hors ligne, verbalement et physiquement, et j'en passe pédophilie et viol, ce n'est plus une statistique, c'est une exclusion. Eh bien, pour moi, une liberté d'expression qui rime avec exclusion. Pour moi, ce n'est plus une vertu. C'est une méthode qu'utilisent les plus dominants pour mieux dominer. Elle ne libère pas. Elle est juste en train d'écraser ceux qui n'ont déjà pas de voix, ou très peu. Alors merci, et à bientôt. Bien le bonjour, mesdames et messieurs, honorables membres du jury, très cher auditoire et opposants respectés. Savez-vous, il existe des combats qui ne se mènent ni par provocation, ni par témérité, mais par fidélité à une idée qui nous dépasse, la liberté. Et aujourd'hui, si je défends une liberté d'expression absolue, ce n'est ni par goût du chaos, ni par complaisance pour la violence, mais c'est parce que je crois profondément qu'une société se mesure à ce qu'elle accepte d'entendre, pas à ce qu'elle parvient à faire taire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la haine n'est pas un discours, c'est une émotion brute, un feu qui couve sous la peau. Et une émotion ne s'évapore pas parce qu'on lui retire des mots, bien au contraire. Elle se contracte, se durcit, se charge d'amertume tel un poison qui fermente dans l'ombre. La censure ne tue pas les idées et les sacralise. Elle transforme l'insignifiant en interdit et l'interdit en fascinant, irrésistible. Ce phénomène, ça s'appelle l'effet Streisand. Un phénomène implacable où ce que l'on tente de cacher devient une obsession collective. Plus on bâillonne, plus on amplifie, plus on interdit, plus on intrigue. Et ce qu'on voulait faire disparaître finit par prendre une puissance qu'il n'aurait jamais eue s'il a été laissé au grand jour, exposé au soleil de la raison. Parce que c'est cela le cœur du problème. Qui parle et surtout qui décide, qui trace la frontière entre la critique légitime et le discours de haine, entre la satire mordante et l'offense intolérable. Serait-ce les gouvernements avec leurs lois fluctuantes, ou les majorités du moment dictées par les vents de l'opinion, ou pourquoi pas les sensibilités dominantes aussi changeantes que la météo politique du siècle.
Mesdames et messieurs, la liberté d'expression ne devrait pas dépendre de ses caprices. Elle doit être inconditionnelle ou elle n'est rien. Une société robuste affronte les ombres et ne les glisse pas sous les tapis tel un secret honteux. Elle préfère le bruit de la contradiction au silence du mensonge. George Orwell en dit un principe incandescent, qui rappelait que la liberté d'expression, c'est de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Car renoncer à ce droit, ce n'est pas renoncer à la haine, c'est renoncer à la liberté. Car une société qui... pardonnez-moi. Si nous renonçons à la liberté d'expression au nom de la protection, nous faisons là un marché terrible, celui d'échanger notre maturité citoyenne contre une illusion de sécurité. Car une société qui infantilise ses citoyens en leur dictant ce qu'ils doivent penser, ou en leur dictant ce qu'ils doivent entendre plutôt, finit tôt ou tard par leur dicter ce qu'ils doivent penser. Et c'est là que commence le véritable danger. L'histoire l'a montré. Quand un pouvoir obtient le droit de censurer le mal, il finit toujours par censurer le différent, puis le dérangeant, puis pourquoi pas le dissident. La pente est glissante, et chaque restriction en appelle une autre, comme si la liberté d'expression n'était qu'une poignée de sable qui s'échappe entre les doigts. Alors oui, la liberté d'expression absolue peut être inconfortable. Elle peut heurter, bousculer, provoquer, mais cet inconfort n'est pas un défaut, c'est un signe vital. Le signe qu'une société débat, vit. Car le vrai progrès ne naît jamais du silence. Il naît du choc des idées, même des plus désagréables, même des plus discordantes. Alors non, chers opposants, nous ne défendons pas la haine. Nous défendons notre capacité collective à la combattre à visage découvert. Et il n'y a pas plus moral que ça. Merci. Chers opposants, on parle de haine. Haine, ça donne le chaos. Et aussi loin que l'histoire l'a écrite, et si ma mémoire ne me trompe pas, vous comprendrez ce que je dis en moment voulu dans vos cours d'histoire géo. Alors mon conseil à vous est d'écouter vos aînés et de sortir de votre innocence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, membres du jury, bien le bonjour à vous. La liberté d'expression est un autel sacré, AUTEL. C'est une sorte d'espace vierge. C'est une sorte d'espace vierge où chaque mot est léger comme une plume. Une valse de plumes. Quel beau théâtre. On nous dit que les idées sont dans un combat féroce et que la meilleure l'emportera. Voici une vision bien romantique. Mais la réalité est un peu plus brutale. Certains mots ne sont pas des plumes, ce sont des briques. Alors imaginez des briques volées, s'entasser. On ne finira par construire aucun édifice. On finira par briser une maison sociale. Prenez une jeune femme qui, chaque matin, pour se rendre à son boulot, passe par un espace public où elle trouve ses agresseurs. Ces agresseurs, chaque matin, l'inondent d'injures sur sa race, son identité, sa foi, ses idées, son style vestimentaire. Elle baisse la tête, accélère le pas et change d'itinéraire. On nous dit que ces agresseurs exercent leur liberté. Mais est-ce que cette jeune femme, elle, est-elle libre ? On parle d'absolu. Le discours de haine n'est pas un échange. C'est une prison mentale. Elle crée un climat d'insécurité tel que la victime finit par s'exclure elle-même de l'espace public. Elle ne répond pas à la parole, elle l'éteint. En protégeant le droit d'insulter, nous sacrifions le droit d'exister, sans contrainte. Une liberté qui en emprisonne une autre n'est pas une liberté. C'est plutôt une tyrannie qui ne porte vraiment pas son nom. Considérons maintenant, dans le vif de la politique, un débat démocratique. Je vous prie de prendre votre imagination et d'imaginer avec moi une petite commune où tous les choix politiques sont pris à côté d'un puits. Que diriez-vous si ce puits, on venait un jour et on lui mettait 1 litre de mercure ? Ceci ne s'agit plus d'une opinion différente, il s'agit d'un poison cognitif. La haine, ça tourne le cerveau d'émotions primaires, ça l'envoûte.
Ça le rend haineux, rageux, dégoûtant, rendant toute délibération logique, illogique. Laisser proliférer ces discours, ce n'est pas enrichir le marché des idées, c'est autoriser une vente de produits illégaux qui détruisent petit à petit notre capacité à discerner le vrai du faux, le mensonge de la réalité, ou comme les Chinois auraient aimé le dire, le yin du yang. Enfin, cessons de croire que la haine est gratuite. On nous parle d'un droit abstrait, mais la réalité est bassement comptable. Qui paie pour les traumatismes physiques des personnes? Qui paie pour les traumatismes psychologiques? Qui paie pour la perte de productivité? Qui paie pour la sécurité renforcée lors des rassemblements extrémistes? La haine est une externalité négative, au même titre que la pollution d'une usine. On ne laissera certainement jamais une usine rejeter ses déchets toxiques sur une rivière. Cette usine, c'est la personne qui a pris la liberté de jeter ses déchets toxiques dans notre belle civilisation. C'est pour ça que la liberté n'est pas un absolu qui tourne dans le vide. Il est plutôt un équilibre. Ne soyez pas le complice d'une liberté qui s'autodétruit. Choisissons plutôt une liberté qui respire une liberté, qui permet à chacun, et non pas seulement aux plus bruyants, de dire le fond de leurs pensées. Merci à vous. Alors, pour commencer, premièrement, pour répondre à notre chère opposante Aya, écouter les plus grands ne veut pas dire faire taire les autres. D'ailleurs, c'est ça votre problème. Vous utilisez le silence comme solution pour toute chose. Avant de débattre, mesdames et messieurs, chers jurys, très chers opposants, bien le bonjour. Avant de débattre, faisons quelque chose simple, ayant le courage de voir la réalité en face. Car on ne peut pas défendre le silence, car on ne peut pas défendre le respect quand on refuse de voir ce qui dérange. Vous admirez les pays développés, vous les citez comme modèles, vous les imitez, vous copiez leur technologie, leurs vêtements, leurs marques, leur mode de vie. Vous imitez leur apparence, mais quand il s'agit de parler, quand il s'agit de dire ce que vous pensez, soudainement vous vous taisez. Vous ne critiquez ni la loi ni la société. Arrêtez d'imiter les pays développés uniquement quand cela vous arrange. Arrêtez de copier les vêtements, arrêtez de copier leurs marques et surtout arrêtez de copier leurs marques quand vous ne pouvez pas copier leurs valeurs et leurs principes. Parce que non, on ne devient pas avancé avec un logo, on ne devient pas moderne avec une façade, on ne construit pas un pays avec des apparences. Les pays développés ne se reconnaissent pas à ce qu'ils portent, mais à ce qu'ils acceptent. La parole libre, la liberté d'expression, la critique, le désaccord. Parlons des faits. Les États-Unis, la France, l'Allemagne ne se sont pas construits dans le silence. Ils se sont construits dans le bruit, dans le choc des idées, dans des paroles dures, parfois choquantes, mais dites ouvertement. Même les idées excessives ont été exposées, débattues, combattues par des idées, mais pas étouffées par la peur. Revenons à jadis, à chaque époque, quand des écrivains, des citoyens, des penseurs osaient parler de la loi, dénoncer les injustices, on leur disait « tais-toi, tu manques de respect ». Aujourd'hui, on dit des discours de haine. C'est la même chose, même peur, même résultat, même logique. Le résultat a toujours été le même. Des sociétés figées, des lois jamais corrigées, des problèmes transmis de génération en génération. Et maintenant, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Chez nous, au Maroc, la dernière fois que les citoyens en voulaient parler pacifiquement, parler de leurs lois, parler de leurs droits, dire ce qu'ils voulaient, s'exprimer calmement et même sortir dans la rue sans violence, ils ont été frappés, réprimés, réduits au silence
Pendant ce temps, dans les pays que vous admirez tant, la parole dérangeante n'est pas matraquée. Elle est débattue, affrontée par des mots, pas par des coups. La différence n'est pas culturelle, elle est morale. Et pourtant, vous dites respecter la loi, agréable. Mais au lieu de dire ce que vous pensez ouvertement pour l'améliorer, vous murmurez, vous contournez, vous agissez en cachette et vous croyez que cela aide la société. Vous croyez que cela protège les générations futures. Ce n'est pas seulement de l'hypocrisie. Ce n'est pas seulement de l'hypocrisie, mes chers publics, c'est pire. C'est l'illusion de croire que le silence est une vertu. C'est l'illusion de croire que cacher des problèmes les résout. Dites-moi, comment une société peut-elle évoluer si personne n'ose dire ce qui ne va pas? Une société qui se tait ne protège pas ses valeurs, elle les abandonne. Une société qui interdit la parole ne crée pas le respect, elle fabrique la colère. La liberté d'expression, même quand elle choque, même quand elle dérange, n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce qu'une idée qu'on empêche de dire ne disparaît jamais. Elle s'enferme, elle pourrit, elle explose ailleurs. Alors, chers opposants, vous n'êtes pas des leaders, vous n'êtes pas des citoyens courageux, vous êtes des spectateurs pathétiques de votre propre vie en critiquant la liberté tout en vivant en apparence. Asseyez-vous, regardez, comprenez que votre hypocrisie est votre seule voix. Car la vraie grandeur, ce n'est pas ce qu'on porte ou ce n'est pas ce qu'on dit pour se faire joli. La vraie grandeur, c'est de parler même quand ça fait peur. La vraie grandeur, c'est de parler même quand ça dérange et assumer ses paroles et ses mots. Alors oui, chers opposants, admirez, copiez, murmurez. Moi, je suis la voix qui brise le silence. Et vous, malheureusement, vous êtes les ombres de votre propre peur, malheureusement. Merci. Comment on se retrouve? Alors déjà, j'aimerais rebondir là-dessus parce que ça me plaît. Vraiment. La psychanalyse freudienne, l'effet Streisand, Carl Jung, médecin, psychanalyste suisse, qui dit comme quoi, plus on interdit, plus l'interdit devient irrésistible. Plus l'envie de commettre et faire et dire l'interdit devient irrésistible. Mais permettez-moi de vous corriger là-dessus parce que je suppose que je suis passionnée par la psychanalyse et je peux vous aider. Mais cela n'est... L'effet stressant n'est pas systématique d'ailleurs. Et en fait, c'est applicable que lorsque la censure, elle est maladroite. Et lorsque ce n'est pas expliqué et qu'il y a de la confusion. Alors reprenons. Premièrement, l'illogisme nous hérite. J'espère que vous comprenez ce qu'on dit. Et vous avez une liberté de poids, de mesure. Regardez ce qui se passe dans les pays européens. Alors, premièrement, les discours de haine ont-ils vraiment eu une importance ? Oui. Non. Non. Clairement pas. Alors, je disais, puisqu'on parle de haine, parlons-en sans détour. Certains, nos chers opposants, voudraient nous faire croire que pour faire émerger la vérité, il faudrait insulter, banaliser, exposer, voire tolérer les discours de haine. Eh bien tenté, mais dommage. Et puisqu'on parle de haine, je propose qu'on en parle sans détour. La haine. Qu'est-ce que la haine? Les discours de haine. Alors je me permets. La haine. Regardez, cessez de regarder vos arguments en théorie et en philosophie. C'est bien beau et j'apprécie. Mais à un moment, il faut les regarder en face. Un discours de haine. Regardez-les en face. Ah, la liberté absolue. Offrir des menaces en guise de discours. Bravo. Vous avez trouvé la méthode infaillible. Si c'est votre art, je tire mon chapeau. Mais pas mon courage parce que j'ai entendu parler qu'on parle de peur. Donc je ne tire pas mon courage. Alors merci à vous et à bientôt peut-être. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, honorables jurys, à ce stade du débat, les idées circulent, se confrontent. Elles se nourrissent les unes des autres, certaines séduisent, d'autres irritent. Parfois on approuve, parfois on fronce les sourcils, et c'est parfaitement normal. Un des arguments que nos chers opposants n'ont pas arrêté de cesser et qui d'ailleurs ne m'a pas quitté de la tête depuis le tout début de cet agréable débat est que le public serait fragile, facilement influençable, presque incapable de discernement. Mais si c'est vraiment ce qu'ils pensent, alors ce n'est pas seulement la liberté d'expression qui limite, c'est aussi leur confiance en l'intelligence des gens. Comme si entendre une parole revenait automatiquement à l'adopter. Or, une société démocratique ne repose pas sur des esprits passifs. Elle repose sur des individus capables de juger, de critiquer, de confronter, même les discours de haine, même les paroles qui choquent. Pour être plus clair, je vous ai aujourd'hui apporté un tamis. Pas pour vous cuisiner, ça c'est sûr, mais pour représenter ce que nous sommes censés être dans une société démocratique. Nous sommes censés et destinés à être comme ce tamis, capables de filtrer ce que nous entendons, de choisir et de décider ce que nous laissons passer et ce que nous choisissons de retenir. Tout ne reste pas et tout ne mérite pas de rester. Certaines paroles passent sans effet, d'autres s'arrêtent, elles interrogent, elles dérangent, elles nous obligent à réfléchir. Et c'est justement cela qui fait de nous des êtres vivants pensifs, capables d'esprit critique et porteurs d'une véritable personnalité. Chère audience, empêcher certaines paroles ne les fait pas disparaître. C'est un peu comme pousser la poussière sous un tapis. La pièce paraît propre, mais la poussière est toujours là. Et c'est ici précisément que se pose une question fondamentale. Que devient notre esprit critique quand d'autres décident à notre place? La réponse, nous la connaissons tous, mais faudrait-il rappeler à nos chers opposants de quoi il s'agit réellement? La liberté d'expression repose sur cette confiance, la confiance de notre habilité à ce filtre. À force de nous dire quoi penser, quoi entendre, quoi éviter, la société ne nous protège pas. Elle nous habitue. Elle nous habitue à suivre sans réfléchir, à écouter sans questionner, à accepter sans analyser. Mais honnêtement, jusqu'à quand allons-nous rester ainsi, à suivre ce que la société dit aveuglément, à suivre ce que la majorité pense, ce qu'on nous répète? Sans esprit critique, chère audience, permettez-moi de vous l'affirmer, qu'on est comme de simples feuilles, emportées par le vent de la manipulation. Car la liberté d'expression ne doit pas être uniquement tolérée, elle doit être défendue. Car ce n'est pas seulement un droit, c'est notre responsabilité. C'est ce qui nous protège de suivre de manière impulsive et c'est ce qui garde notre société vivante. Défendre la liberté d'expression, c'est défendre notre capacité à penser. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à vouloir répondre à ce que Mademoiselle Zinb a dit, ce que j'ai dit au préalable est une sorte de discours de haine. Donc, si vous étiez vraiment pour votre position, vous auriez évité de faire le commentaire que vous avez juste fait. Et sur votre intervention, encore une fois, vous avez parlé de certains pays en sachant que je pense que vous ne vous êtes pas bien documenté, puisque ils ont une liberté à deux poids deux masses et que je peux vous parler d'un seul thème qui est l'islamophobie, donc la haine contre ce qui est différent. Donc, je vous prierai de dire des arguments à votre avantage et pas le nôtre. Merci.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, me revoici encore une fois. On nous a souvent présenté la liberté comme un droit sacré, un oxygène dont la restriction mènerait à l'asphyxie. Mais j'aimerais vous reposer une question. Que se passerait-il lorsque cet oxygène est rempli d'un gaz toxique? Que se passe-t-il lorsque cette braise, ce souffle de la liberté, se transforme en incendie? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui, je prends la parole parce que je me suis rendu sûre que le son n'est pas seulement un souffle qui s'évapore, c'est une force qui s'incarne. Et quand elle appelle au sang, elle n'est plus aussi innocente, elle devient un crime de guerre. Faisons un pas en arrière dans l'histoire et laissez-moi vous emmener avec moi en 1994 au Rwanda. Vous savez, ce petit pays de l'Afrique qui, en l'espace de 20 ans, voire même 10 ans, est devenu l'un des pays avec le plus gros PIB de notre Afrique. Eh bien, à cette époque, il y avait une certaine radio, une radio qui s'appelait la RTLM. La RTLM, la radio d'Émile Colline, avait plusieurs programmes. Et entre deux chansons, il y avait un programme qui s'appelait Écraser les cafards. Ce programme donnait des noms, des adresses, des spécificités, des familles. On ne se contentait pas de parler, on désignait des cibles. Ce n'était pas une liberté d'expression, c'était l'orchestration d'un massacre. Et vous avez plus d'expérience que moi, je pense que vous vous rappelez très bien de ce qui s'est passé au Rwanda. Les mots de la radio ont aiguisé les machettes, les ondes ont préparé le terrain avant que les corps ne tombent. Cet exemple terrible nous enseigne une des vérités que nous ne devons jamais, jamais, au plus grand jamais oublier. La déshumanisation par le verbe est le prologue de l'extermination par le fer. Laisser dire dans ces cas, ce n'est pas être libéral, c'est être complice. Ceux qui défendent une liberté absolue oublient que le droit n'est pas un suicide collectif. La Cour européenne des droits de l'humain, la CEDH, avec toute la sagesse qu'on lui a conférée par rapport à notre histoire quelque peu odieuse, l'a compris, elle l'a validé. Et c'est exactement pour ça qu'à plusieurs reprises, elle condamne toutes les personnes à la provocation à la haine. Cette Cour nous dit un droit fondamental. La liberté d'expression s'arrête quand elle touche la liberté d'autrui. La loi n'est pas là pour museler les frictions marginales. Elle est là pour empêcher les prédateurs de chasser en meute. Valider ces condamnations, ce n'est pas censurer. C'est protéger le cadre même de ce qui nous permet de parler sans crainte d'être physiquement agressés. La liberté de l'un ne peut pas empêcher la liberté de l'autre. Regardons maintenant notre présent. Dans l'Union européenne, les rapports sont alarmants. La toxicité a augmenté de 30%. Ceci n'est plus une augmentation, ça devient une épidémie. On a tous fait l'expérience de l'épidémie de Covid-19 et Dieu sait comment ça s'est propagé rapidement. Voyons un lien direct, implacable, entre l'augmentation du discours de la haine sur nos écrans et la montée des violences physiques contre les groupes vulnérables. La haine en ligne est devenue le terreau de la violence hors ligne. C'est un poison qui s'infiltre doucement, mais sûrement, dans les veines de notre société, transformant notre voisin, la personne en qui on doit avoir le plus confiance, en un ennemi. En laissant ce venin couler librement au nom du principe abstrait, nous sacrifions des vies réelles. Tout ça pour une question d'absolu. Alors, nous ne demandons pas le silence des idées. Nous demandons la fin de l'impunité pour ceux qui arment les bras des bourreaux avec leurs mots. Ne soyons pas les architectes d'une tolérance suicidaire, avec le courage de dire que le droit à la vie et la dignité est au-dessus du droit de pouvoir prétendre et insulter et donner des injures à qui que ce soit. Car au Rwanda et tout ailleurs, quand les mots ont fini de parler, c'est le silence de la mort qui s'ensuit. Merci à tous. Chers opposants, vous dites vouloir lutter contre la haine,
mais vous refusez l'outil le plus efficace contre ces dernières, qui est celui de la confrontation des idées. Bon. Mesdames et messieurs, très cher auditoire, excusez-moi. Bon. Nous voici au terme de ce débat. Et maintenant, il faut choisir. Choisir la société que nous voulons devenir. Une société qui parle à voix basse par peur de ses ombres, ou une société qui les regarde en face, sachant que la lumière ne naît jamais de la fuite. On m'a dit aujourd'hui que certains discours sont dangereux, qu'ils blessent, qu'ils détruisent. Je ne le nie pas, la parole peut couper. Mais faut-il pour autant couper la parole? Ou faut-il apprendre à répondre, à répliquer, à penser plus fort que ce qui nous heurte? Parce que voyez-vous, le vrai danger, ce n'est pas une société, ce n'est pas la violence. Le vrai danger, c'est une société qui ne sait plus y répondre. Et à nos opposants, je vous le dis sans malice, vous avez voulu nous contredire et c'est tant mieux. C'est cela le débat. Vous avez brandi vos arguments, nous avons brandi les nôtres et personne n'a été réduit au silence. Evelyne Beatriceol, résumant l'esprit de Voltaire, écrivait « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Et pourtant, vous, qui refusez une liberté d'expression absolue, vous voilà ici, en train d'en user pleinement. Vous débattez, vous contredisez, vous vous exprimez sans entrave. La preuve vivante que la liberté que vous craignez est déjà celle qui vous porte. Si défendre le droit de tous vous paraît dangereux, pourquoi ne pas chercher à nous faire taire, nous aussi? Mais vous ne le pouvez pas, car ce terrain nous appartient à tous et aucun con n'a le privilège du silence de l'autre. Interdire le discours de haine, c'est imaginer qu'on peut éteindre un incendie en fermant les yeux. La haine ne vient pas des mots, elle vient du cœur. Et aucune loi n'a jamais réussi à légiférer sur les émotions humaines. Ce qu'une loi peut faire en revanche, c'est permettre à ces derniers de se confronter, de les affronter clairement, publiquement, tous ensemble. Hannah Arendt nous l'a rappelé, la pensée naît de l'expérience des événements. Eh bien, si l'on censure les mots qui éveillent, on censure aussi les événements. On crée une société paisible, mais aveugle devant le danger. Une société fragile. Moi, je préfère une société lucide. Une société qui doute, qui débat, qui s'échauffe parfois, mais qui respire. Parce que la respiration, c'est l'alternance de l'air et du vide, du confort et de l'inconfort. Parce que la respiration, c'est... Alors oui, je défends une liberté d'expression absolue, non par naïveté, mais par confiance. Confiance en l'intelligence collective. Confiance en notre capacité à dire non par conscience et non par consigne. Et si certains propos nous heurtent, alors tant mieux qu'ils nous obligent à ouvrir les yeux. Fermer l'oreille ne protège de rien. Écouter, au contraire, nous donne les outils pour répondre avec fermeté et intelligence. Mesdames et messieurs, le choix est clair, soit nous devenons une nation qui s'abrite derrière la censure, soit nous devenons une nation qui s'outille pour affronter. Choisissons la lumière, choisissons la confiance, choisissons la liberté. Et souvenez-vous, une société qui éclaire ses ombres ne les craint plus, elle les dépasse. L'exemple est sous vos yeux, le reste n'est que silence prétentieux, et le choix reste à vous, vous les audacieux. Merci. Alors je me permets, de base, j'en étais qu'à 4 interventions, mais le débat m'a plu. Ça m'a beaucoup plu, dirais-je. Quel raffinement! Quel raffinement! Ce que vous considérez comme une infantilisation, c'est bel et bien le mur porteur de toute société civilisée. La dignité. Mais qu'est-ce que la dignité? Alors déjà, la dignité, elle ne se conditionne pas à la robustesse de l'individu et encore moins à sa capacité à supporter l'humiliation. Eh bien, je rajoute que pour pouvoir imaginer, créer et débattre et douter, il faudrait du confort, un environnement prospère et sécurisant. Et non pas le chaos que procure la liberté prétendument absolue, opportunément nous aidant à trouver une quelconque vérité. On ne décide pas à votre place, détrompez-vous. On vous garantit cette même place et cette existence que vous défendez, récalcitrante. Alors merci à vous.